Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très rapidement, je voudrais remercier les organisateurs de ces journées scientifiques de m'avoir proposé d'intervenir, et spécialement le professeur Marie-Laure Moquet-Angers. C'est un plaisir pour moi d'être là et de vous parler effectivement des questions de droit comparé. Alors, en guise d'introduction, je voudrais vous dire deux choses, de manière classique dans les introductions que je peux faire, centrées sur le pourquoi et le comment, c'est-à-dire les enjeux et le mode de structuration. Sur le pourquoi, c'est-à-dire les enjeux de cette intervention, plusieurs éléments à vous donner. D'abord, pour vous dire que, de mon point de vue, et c'est un point de vue partagé par un certain nombre d'entre nous, je crois, le droit comparé, c'est-à-dire l'étude de systèmes juridiques étrangers, notamment, est un apport réel, est un apport important, de manière générale pour réfléchir sur un certain nombre de réformes, mais peut-être de manière plus forte encore au sujet de questions bioéthiques. Parce que dans les dimensions bioéthiques, il y a une dimension culturelle, religieuse, qui prend en compte les spécificités des pays, notamment des spécificités juridiques, et la comparaison de ce fait sur des enjeux parfois un peu compliqués, parfois un peu sensibles, est encore plus intéressante. Et évidemment, la question de la fin de vie ne fait pas exception. Petite précaution quand même sur le recours au droit comparé, pardonnez-moi la formulation un peu familière, ne pas faire le mouton. C'est toujours intéressant d'étudier les autres pays, mais ce n'est pas parce que les autres le font qu'il faut le faire. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que les autres pays ne le font pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut avoir une raison autonome, souveraine, indépendante de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Je me méfie toujours des phrases qui commencent par « Ah bah dans tel pays, on est en avance ». Ah bah je suis en avance par rapport à quoi ou en retard par rapport à quoi. Je travaille beaucoup avec des collègues québécois qui me disent bah, « Nous, on est en avance sur vous parce que ça fait bien longtemps qu'on a fait ci ou fait ça. » Ce que vous avez fait avant nous, c'est pas parce que vous l'avez fait avant nous que vous avez raison. Pas parce que vous l'avez fait avant nous que vous avez tort. C'est pas parce qu'on le fait après vous qu'on le fait pas du tout qu'on a raison ou qu'on a tort. C'est-à-dire que si, pour dire les choses clairement, s'il s'agit de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, faisons-le pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais faisons-le idéalement pour de bonnes raisons si on pense qu'il faut le faire, mais pas parce que les autres le font. Ça, c'est pas une raison suffisante, me semble-t-il. Même si la comparaison, et on va en parler, est naturellement intéressante. Voilà sur le pourquoi, dit rapidement. Sur le comment, c'est-à-dire la structuration de cette intervention, plusieurs éléments. D'abord, pour vous dire qu'en fait, c'est une intervention un peu particulière parce que je suis ici le témoin de quelque chose. Je ne suis pas celui qui a mené cette analyse. Je vais faire une comparaison entre pays, mais en réalité, ceux qui ont travaillé, ce sont les participants d'un cycle de conférences, le premier cycle de conférences de droit comparé de la santé qui a été organisé par les institutions que je cite ici, fin 23, début 24, et dont vous pouvez retrouver les vidéos disponibles à partir du lien précédent, indiqué. En fait, c'est un cycle de webinaire organisé dans l'idée de présenter l'état du droit sur la question de la fin de vie de manière générale et pas seulement la question de l'euthanasie ou du suicide assisté dans plusieurs pays, dont les actes, je l'ai dit au-delà du replay, ont été publiés à la revue Droit sanitaire et social. Revue publiée chez Dallos, c'est un éditeur juridique classique dans notre discipline, et vous pouvez retrouver selon vos accès, notamment universitaires. Et dans ce cycle de conférences, on a fait intervenir le regard de 5 pays plus 1. Le Canada, la Colombie, la Belgique, le Japon et la Tunisie, en francophonie. L'idée, c'était, quand j'ai conçu ce cycle de conférences, l'idée, c'était d'essayer de trouver un pays par continent ou sous-continent, sans prétention d'exhaustivité ou de représentativité particulière, parce que pourquoi le Canada plutôt que les États-Unis, pourquoi la Colombie plutôt qu'un autre pays d'Amérique latine, ça s'explique, je vous le dirai tout à l'heure. J'aurais pu choisir un autre pays d'Afrique plutôt que la Tunisie. Bon. Voilà ces pays comme illustration avec une représentativité qui n'a pas vocation à être importante. Et je précise le Cameroun à part parce qu'il n'était pas dans le cycle de webinaire, mais ce pays a été ajouté dans la publication des actes. Okay ? Donc si vous ne retrouvez pas la vidéo du Cameroun, c'est logique, mais vous retrouverez le texte du Cameroun dans la publication. Et dans la demande qui a été faite à ces intervenants, à ces contributeurs, il a été explicitement demandé de travailler sur la question de la fin de vie et non pas
seulement ou spécifiquement sur la question d'euthanasie et du suicide assisté. Je le dis, ça paraît évident, mais l'un des intervenants d'un des pays m'a répondu, écoutez, oui, avec plaisir pour intervenir, mais dans le droit de mon pays, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a même rien à dire. Alors je dis, pourquoi ? Parce qu'on n'autorise pas l'euthanasie et le suicide assisté. Je dis, oui, ça tombe bien, c'est une partie du sujet, mais ce n'est pas tout le sujet. Donc vous voyez, même quand on parle de la fin de vie en particulier, ce que vous dites n'est pas forcément entendu comme vous le dites, ou comme vous pensez l'avoir dit, et parfois il y a une appréhension plus spécifique, alors que votre présentation est plus générale. Et donc voilà, ceux qui ont bossé, ceux qui ont travaillé, je les cite ici, et moi je ne fais que faire le lien entre leurs interventions pour vous proposer donc une présentation centrée alors sur la base d'une trame que je leur avais fait passer, mais que je vais résumer à 3 points essentiels pour cette présentation aujourd'hui. D'abord, la question du soin palliatif. Qu'en est-il dans ces différents pays ? Ensuite, une question centrée sur l'anticipation de la volonté. Et je fais exprès de trouver des mots neutres qui ne soient pas franco-centrés, par exemple. Je ne parle pas directive anticipée ici, par exemple, parce que ça, c'est l'expression française et non pas forcément l'expression des pays consacrés. Et puis la question de l'euthanasie, du suicide assisté, même si choisir ces mots est déjà une forme de prise de position. Dernier élément d'introduction, des précautions. Bien évidemment, vous allez me dire, je vais parler de 6 pays en une vingtaine de minutes, c'est une gageure. Chaque pays nécessiterait une intervention dédiée, et encore 20 minutes sur chacun de ces pays, ce serait déjà trop peu. Donc, par principe, je vais être partiel, par principe, je vais à l'essentiel, et vous allez, et ce sera plutôt positif si c'est le cas, vous sentir frustré, parce que je ne vais pas pouvoir aller autant dans l'état qu'il ne le faudrait. Deuxième précaution, ce que je vais vous dire se fonde très essentiellement sur le travail réalisé dans le cadre de ce cycle de conférences. Donc ça veut dire qu'il est à date, il est à jour de la publication des actes, c'est-à-dire grosso modo début 2024. Donc si des réformes ont pu avoir lieu depuis, par principe, elles ne sont pas intégrées directement là-dedans, y compris des réformes qui sont en cours et qui pourraient ne pas avoir abouti. Ce qui fait qu'au final, ce que je vais faire, c'est une sorte de rapport de synthèse. En réalité, comme on connaît dans certains colloques universitaires, variant selon les disciplines, mais qu'on connaît en droit. Alors, sur le premier thème, et donc la question des soins palliatifs, je vous propose, et je reprendrai cette structuration-là à chaque fois, de voir les principales caractéristiques dans chacun des pays, et après de faire une mise en perspective, une tentative de brève analyse comparée. Alors, sur les soins palliatifs, je pallie en me souvenant du projet présenté ce matin, du projet Atlante, parce que ça c'est un projet de recherche bien plus précis que je ne pourrais jamais le faire sur l'état des soins palliatifs, donc sous réserve de ce qui a été dit ce matin, et je vous renvoie à ce qui a été dit ce matin qui est bien plus complet que je ne pourrais le faire. Sur la Belgique, il est intéressant de voir que les soins palliatifs, des informations que j'ai pu récolter dans le cadre des actes publiés, se sont essentiellement développés à partir des années 1980, même si c'est toujours difficile de donner une date de début, une date de fin, parce que parfois ça commence avant, de manière formalisée ou de manière non formalisée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une loi clé en matière de soins palliatifs en Belgique. Il y a pu y avoir des dispositions juridiques avant, il peut y avoir des dispositions juridiques après, mais c'est la loi de 2002 qui est un élément essentiel, avec une variété de lieux assez importante, domicile, hôpital, ce qui est appelé parfois ici, là-bas, plutôt les maisons de repos, les unités résidentielles ou les centres de jour. Mais on voit une diversité centrée sur le domicile et la diversité des structures. Sur le Canada, on a une antériorité peut-être un petit peu plus importante avec un développement dans les années 70. C'est une loi qui, cette fois-ci, est en 2015, donc plus tardive. Mais vous allez voir que le Canada a un rapport à la loi sur ce sujet comme sur d'autres sujets qui est tout à fait différent, avec une diversité de lieux à nouveau assez importante, où on retrouve le domicile et la diversité de structures avec les spécificités que l'on peut voir. Des fortes inégalités d'accès entre provinces, mais aussi au sein de chaque province. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va retrouver ça de manière assez régulière. Au Japon, on retrouve l'idée des années 70. On retrouve on ne retrouve pas, justement, une manière de légiférer, une manière de réguler qu'on retrouverait en Belgique ou au Canada, parce que, grosso modo,
sans faire de la sociologie du droit japonais, les Japonais ont un rapport à la norme, au sens juridique du terme, qui est tout à fait différent du rapport français ou du rapport européen, dans le sens où les lois sont peu présentes. Là-bas, ce sont essentiellement des recommandations ou des lignes directrices qui sont utilisées, sur des sujets qui sont parfois pourtant très techniques, parfois très polémiques, mais par exemple, ayant travaillé sur ce sujet par ailleurs avec des collègues japonais, la question de l'avortement fait l'objet d'aucune loi, fait l'objet de lignes directrices. Alors que parfois on a des détails très précis dans les modalités d'organisation, mais là où le français serait perdu sans loi, eh bien le japonais sait très bien s'organiser et réguler la chose sans loi, parce qu'il a un rapport à la norme qui est tout à fait différent. Je ne dis pas que le japonais a raison, je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas que le français a raison, je ne dis pas qu'il a tort. C'est une manière de réguler, d'une manière d'être régulé qui est naturellement différente. Et donc ne cherchez pas de loi sur ce sujet comme sur d'autres sujets au Japon, vous n'en trouverez pas, et ça n'est pas un mal au regard des critères japonais de régulation juridique et de régulation sociale. On est essentiellement sur l'hôpital ou le domicile avec une diversité un petit peu moins importante, on a à nouveau des disparités régionales. Sur la Colombie, alors je le précise ici, pourquoi avoir choisi la Colombie ? Tout simplement parce qu'à date, c'était le seul pays qui, d'une manière ou d'une autre, avait légalisé les questions d'euthanasie et de suicide assisté, et que dans ce cas-là, s'intéresser plus globalement à la fin de vie là-bas, c'était particulièrement intéressant. Voilà. Alors pourquoi la Colombie s'est illustrée particulièrement par rapport aux autres pays, même si l'Uruguay est dans un cas qui peut être rapproché dans une certaine mesure, ça je ne saurais vous le dire, mais en tout cas c'est un pays, c'est pas un pays comme un autre dans la zone de l'Amérique latine si on veut étudier les questions de fin de vie et notamment du suicide assisté et d'euthanasie. Donc on a une loi donc en 2014 sur ces questions. Qui est une loi qui a été très attendue parce qu'il y avait un contexte judiciaire très fort où il y avait un certain nombre d'établissements de santé qui manifestaient des refus de délivrer des soins palliatifs. Alors pour des motifs qu'il faudrait étudier plus précisément, qui étaient liés à une insuffisance de moyens matériels ou économiques ou humains, ou à des prises de position plus idéologiques, voire éventuellement religieuses, mais un certain nombre de citoyens colombiens se sont retrouvés confrontés à des refus de soins de la part de professionnels de santé, ce qui a généré des recours en justice, qui a généré en réponse une loi, la loi 2014. Et c'est intéressant parce que c'est un contexte d'élaboration de la norme qui est tout à fait spécifique et qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Alors, on a les établissements de soins, alors ici appelés soins de santé primaires ou à domicile, mais en réalité, en Colombie, très peu de lits, très peu d'unités, très peu de soins, avec un enjeu du coût réel que ça peut représenter pour les citoyens, du fait d'un système de protection sociale différent du nôtre, si je le dis comme ça. En Tunisie, on retrouve la question de la norme parce que le sujet n'est pas normé ou n'est peu normé. Il y a très peu de règles sur ce sujet de manière générale et en réalité le rapport aux soins palliatifs se fond très essentiellement sur des initiatives privées de professionnels, d'établissements qui fait qu'on voit une variation quand même dans les structures. Alors bien sûr l'établissement au domicile, mais en fait les places sont très rares. Il y en a très très peu, manifestement, des informations qu'on a pu me donner dans les établissements publics. Et c'est essentiellement dans les établissements qu'on retrouve ces structures-là ou ces lits-là, avec la question du coût que l'on abordait déjà dans le cas colombien. Au Cameroun, le sujet à nouveau est peu normé, mais un petit peu plus quand même qu'en Tunisie. On a des normes réglementaires en 2020, puis on a intégré dans le code de déontologie médicale la question des soins palliatifs relativement récemment, en 2022, la difficulté principale étant, mais comme dans d'autres pays, le fait que les professionnels soient très peu formés, et de fait qu'on ait une offre très peu présente, et à nouveau des systèmes proposés uniquement ou très essentiellement sur la base des initiatives privées. Au final, on voit qu'ici, entre ces 6 pays, on a des divergences plus nombreuses que des convergences. Des divergences dans le mode de régulation, puisque la norme juridique est plus ou moins présente, elle est plus ou moins récente, voire elle est plus ou moins qualifiable de droit, parce que la norme déontologique, alors la déontologie en tout cas en droit français, a une forme de juridicité, mais ce n'est pas forcément le cas en droit camerounais. Donc la norme sociale n'est pas forcément juridique lorsqu'elle régule ces questions. On a une divergence dans les lieux de réalisation, ok. Et en tout cas, on a une convergence, mais une convergence qu'on n'aurait pas voulu trouver, et c'est la convergence dans le problème d'effectivité. Je renvoie à ce qui a été dit ce matin sur le fait qu'on a tous des problèmes d'accès aux soins palliatifs,
Il n'y a pas de différence de nature, mais il y a une différence de degré. C'est juste qu'on a tous plus ou moins de problèmes d'accès aux soins palliatifs. Ce qui a été dit ce matin sur les leaders mondiaux, j'étais ravi de voir la France était dans les leaders mondiaux. Oui, alors c'est le problème de la comparaison. C'est-à-dire que si j'ai plus que les autres, ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup. Plus n'est pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, on a une convergence ici. Sur la question, et le deuxième thème, de l'anticipation de la volonté, alors en Belgique, on renvoie essentiellement à un système, même si les directives anticipées peuvent exister dans le système belge, elles renvoient à une situation un peu plus particulière ou justement plus générale, et ce qui renvoie à ce que nous, Français, appelons les directives anticipées, correspond davantage à ce que eux appellent les déclarations anticipées. En tout cas, on a la même idée. On a un système qui est proche dans l'idée que ce que l'on peut connaître, mais pas dans le domaine, dans le sens où on retrouve la question du refus de traitement, ce qu'ils appellent d'ailleurs de manière intéressante la déclaration anticipée négative, c'est ce que je ne veux pas. Mais on retrouve aussi un domaine que la France ne connaît pas ou ne connaît pas encore, mais c'est logique parce que les actes autorisés ne sont pas les mêmes avec la question de l'euthanasie. Mais on voit aussi que c'est beaucoup plus général parce qu'on voit la question des obsèques, des dons d'organes, du don de son corps à la science. Un sujet qui n'est pas au cœur, en tout cas traditionnellement, du modèle français. Au Canada, nous avons les directives médicales anticipées, on retrouve une terminologie un petit peu plus proche. À nouveau, un système qui philosophiquement est convergent par rapport à ce qu'on connaît, mais pas forcément dans le domaine. Et là, on a une typologie qui est intéressante parce qu'on fait porter les directives sur des types de soins, 5 types de soins que je vous laisse ici découvrir, que l'on croise avec 3 situations cliniques. Alors, on a la question de la fin de vie, mais vous voyez qu'on n'a pas que ça, on a d'autres situations aussi, en fonction des, justement fondées sur les atteintes aux fonctions cognitives ou des atteintes sévères à ces mêmes fonctions, de type démence, etc., Alzheimer, etc. Donc, un domaine qui, en Belgique et au Canada, croise en partie, mais qu'en partie ce que l'on peut connaître ailleurs. Au Japon, on a cette fois-ci le même système, à nouveau, avec une terminologie identique, si la traduction du japonais, en tout cas, est correcte. En Colombie, on retrouve cette idée-là, mais avec un nom changeant sur le document de volonté anticipée, dont le contenu est très essentiellement centré sur la question de l'euthanasie. En réalité, on a un domaine très fortement centré sur ça, et le domaine n'est pas plus large qu'au-delà de ça, et, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. En Tunisie, on n'en a pas, mais le projet est en cours et il y a en fait un projet plus large que la question des directives anticipées ou de l'anticipation de la volonté, avec un code unique consacré aux droits et libertés individuelles qui proposerait un système d'anticipation de la volonté qui serait grosso modo, d'après ce que j'ai compris, proche du cas français. Au Cameroun, a priori, je reste prudent du fait de la spécificité des sources, on n'en a pas, et a priori, on n'a aucun projet de mise en place de ce type de système-là. Donc vous voyez qu'au final, on a sur ces 6 pays une majorité de situations dans lesquelles la question de l'anticipation de la volonté dans ce contexte existe, avec des noms différents. Bon, la forme, c'est toujours intéressant, ce n'est pas l'élément le plus révélateur, mais c'est quand même intéressant de la manière dont on conçoit l'outil sur le fond. En tout cas, quelle que soit la manière de le nommer, on a toujours la même idée, même si le domaine varie pour les raisons de pratiques autorisées ou non, le domaine dépendant des actes eux-mêmes permis. Un troisième et dernier point donc sur la question de l'euthanasie, du suicide assisté. C'est quand même relativement su pour le cas de la Belgique. L'euthanasie dépénalisée en 2002, étendue aux mineurs en 2014, avec un nom tout à fait assumé, sans aucune difficulté, d'actes euthanasiques, d'euthanasie, avec des conditions qui sont centrées évidemment sur la volonté du patient, sur l'exigence d'une affection grave et incurable, avec une situation médicalement sans issue, et en lien direct la souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée, avec une clause de conscience qui existe en rebond tant pour celui qui réalise l'acte euthanasique que pour celui qui contribue à sa réalisation. En clair, par exemple, le paramédical qui ne veut pas pousser la seringue, mais qui va aider celui qui va pousser la seringue. Je garde la même structuration pour chaque pays, en fait, principe, non, condition, clause de conscience. Au Canada, on voit que c'est possible depuis 2016 au niveau fédéral, tant l'euthanasie que le suicide assisté
et je ne crois pas me contredire notre collègue qui est intervenu précédemment, puisque vous avez dit, madame, que le suicide assisté n'était pas autorisé au Québec, ce qui est bien le cas. Moi, je parle au niveau fédéral, je ne parle pas au niveau provincial. Il y a ici une différence, et c'est vrai que c'est tout à fait logique dans un système provincial, fédéral. Un Français aurait un peu de mal à comprendre qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on puisse avoir recours au suicide assisté, et qu'en Languedoc-Roussillon, pardon, ça n'existe plus, en Occitanie, pardon, pourtant il y a un Toulousain, j'aurais dû le savoir, et qu'en Occitanie, à l'inverse, on a une pratique totalement contraire. Voilà. Et je ne critique pas le système canadien, et je ne fais pas la promotion du système français, mais on a un système d'organisation administrative et de répartition des pouvoirs qui est naturellement différent. Ce qui fait que c'est logique au Canada d'avoir cette variation de pratique, mais que ça étonnerait un Français. Mais comme un Canadien serait étonné par le système français. On est tous étonnés des autres, c'est très bien. Et donc, on nomme ça l'aide médicale à mourir, quel que soit le domaine que l'on mette dedans, qui est que l'euthanasie ou l'euthanasie et les suicides assistés. Et pour avoir discuté avec un certain nombre de Québécois là-dessus, le mot euthanasie est un gros mot au Québec, me semble-t-il. Je vois une tête qui se hoche. Et pas de jugement de valeur ici. Mais c'est intéressant de voir que le Belge dit assez facilement euthanasie, là où le Canadien se porterait pâle s'il entendait ce mot-là. Aide médicale à mourir, d'ailleurs, nous, dans la proposition de loi ou projet de loi, on a l'espace d'un moment aussi imaginé l'expression aide médicale à mourir, après celle de aide active à mourir et avant celle de aide à mourir. Des conditions centrées sur la majorité, l'aptitude, la maladie grave incurable, le déclin avancé, les souffrances psychiques ou physiques persistantes, insupportables, qui ne peuvent pas être apaisées. Ok, on pourrait faire une intervention là-dessus. Et une clause de conscience directement prévue. La Colombie, en principe admise depuis 1997. C'est sacrément intéressant en termes d'antériorité par rapport aux autres pays. Sur un sous-continent pour lequel, sans tomber dans la caricature, on sait que le facteur religieux est un facteur important. Alors on peut avoir un rapport à la religion en Amérique latine qui est tout à fait différent sur des conséquences bioéthiques. J'ai pu avoir des discussions avec des gens très religieux ou très anti-religieux qui avaient des positions bioéthiques qui troublaient le regard français. Ce n'est pas parce qu'on est religieux qu'on est forcément pour ou contre quelque chose, et inversement. Bon. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que dans ce sous-continent-là, en Amérique latine, on a une antériorité quand même très forte avec 1997. Et c'est en réalité par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que ça a été prévu. On n'a aucune loi en Colombie qui régule cette question-là. Pour autant, ça se fait, mais ça se fait sur la base des critères élaborés de manière casuistique, si je puis dire, par la Cour constitutionnelle en fonction des cas. Bon, intéressant, pareil, en termes d'habitude culturelle juridique, ça peut étonner d'autres systèmes. On a l'euthanasie et l'aide médicale au suicide, l'expression est intéressante aussi, avec des conditions relativement classiques, un peu plus restrictives, malade, phase terminale, douleur, souffrance intense, la demande, le médecin qui doit le réaliser, et une clause de conscience qui existe pour les différents professionnels, tant ceux qui font que ceux qui aident ceux qui font. Quant au Japon, un petit peu plus complexe, parce qu'au Japon, par principe, ce sont des actes illégaux, l'euthanasie et le suicide assisté. Par les règles, de manière générale, quelle que soit leur formalisation. Pour autant, en jurisprudence, on a pu dire que c'était possible. Mais en réalité, on a dit que c'était possible, mais on ne l'a jamais admis dans aucun cas. Donc, ça reste interdit, mais ça pourrait être autorisé selon une jurisprudence qui continuerait à évoluer. Mais c'est un peu compliqué de dire que c'est interdit, que le juge dit que ça peut être autorisé, mais qu'il ne l'a jamais reconnu, qu'il ne l'a jamais admis. Ce qui fait que dans les faits, on ne met pas en cause, on ne remet pas en cause le caractère illégal de la pratique de l'acte. Bon, mais il y a une ouverture par la jurisprudence. En tout cas, on parle essentiellement d'euthanasie active et de suicide médicalement assisté, quelle que soit la position, et la clause de conscience, de fait, ne se pose pas, puisque l'acte est interdit. Donc la question de la clause de conscience devient sans objet. Voilà, dit rapidement sur ces différents éléments, en espérant ne pas avoir trop débordé. Je vous l'ai dit, ça ne peut que générer mon intervention, et j'en suis tout à fait navré, que la frustration, parce qu'on aura envie d'en savoir bien plus, de manière bien plus détaillée, sur chacun de ces pays, tant leur diversité culturelle mérite d'être mentionnée.
Oui, je m'étais un peu emballé. Ah oui, non, oui, j'ai oublié ma dernière diapo, pardonnez-moi. Ben, tout simplement parce que c'est assez rapide. La Tunisie, tout est interdit. Quand je dis tout, l'euthanasie, le suicide assisté, aucun projet en cours. Et j'ai mis sans surprise avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation parce que la Tunisie, sur un autre sujet bioéthique, qui est l'interruption de grossesse, a autorisé, à légaliser l'interruption de grossesse avant la France, au début des années 70. La Tunisie étant un État qui, après son indépendance dans les années 50, début des années 50, a eu des réformes très libérales sur un certain nombre de sujets, sur des questions de laïcité d'ailleurs, par ailleurs. Donc, sans surprise, on pourrait penser ça aujourd'hui, au vu de l'évolution du régime, si je puis dire, tunisien, et de son président de la République. Pour autant, dans un réflexe un peu plus large, on pourrait dire avec surprise, éventuellement, et non pas sans surprise. Quant au Cameroun, effectivement, c'est interdit, et aucun projet en cours n'est arrivé, en tout cas à mes oreilles. Cette fois-ci, c'est bon, j'en ai fini. Merci à vous.